Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce direct live de l'orientation consacré aujourd'hui au brevet de technicien supérieur dans la filière agricole. Les BTS font partie des formations post-bac les plus plébiscitées. 1,5 million de vœux ont été formulés sur Parcoursup lors de la session 2024, ce qui en fait la deuxième formation la plus demandée par les lycéens, toutes mentions confondues. Le brevet de technicien supérieur couvre un large spectre de métiers dans de multiples branches. D'ailleurs, on distingue 3 secteurs de BTS, le tertiaire, l'industriel et l'agricole. Et vous verrez que le BTSA dispose d'un large éventail avec une pluralité de formations dans 16 domaines qui sont répartis en 6 catégories et qui vont de la production agricole au secteur agroalimentaire en passant par la production forestière ou les services vétérinaires. Préparés en seulement 2 ans, le BTS est aujourd'hui considéré comme un choix gagnant, non seulement parce qu'avec cette formule des études courtes, vous obtenez un diplôme qui est reconnu et vous avez à la clé une spécialisation avec plusieurs semaines de stage pour vous immerger au sein du monde professionnel et de cette manière être plus facilement opérationnel sur le marché de l'emploi. Alors concrètement, quelles sont les modalités pour intégrer un BTSA? Quelle est la différence entre l'apprentissage et la formation continue? Sur quoi repose le contenu pédagogique? Quels sont les métiers que l'on peut exercer? Et quelles sont vos perspectives d'embauche ou de poursuite d'études à l'issue du diplôme? L'objectif de ce temps d'échange, c'est justement de vous éclairer sur ces différentes problématiques et de vous donner des exemples concrets qui vous permettront de savoir en quoi finalement cette formation est en adéquation avec votre projet professionnel. Je vous le disais, il ne s'agit pas d'une conférence figée. Vous pouvez à tout moment intervenir, poser vos questions et interagir avec nous. Je vous invite donc à nous écrire via le chat. Voilà pour cette entrée en matière. Je vous propose maintenant de découvrir qui sont les invités qui sont présents en plateau aujourd'hui. Je suis en compagnie de Laurent Benoît, qui est directeur adjoint du lycée d'enseignement général et technologique agricole au sein de l'agrocampus de Nîmes-Rodillan, Marie Durand. Nous avons également présent en plateau aujourd'hui Frédéric Renoux, qui est directeur adjoint de l'EPLFPA Montpellier-Orbéraud. Il est également proviseur adjoint du lycée Frédéric Basile Agropolis. Nous sommes également en compagnie de 2 étudiantes en 2e année de spécialisation anabiotech. Elles sont au lycée agricole Frédéric Basile à Montpellier. Il s'agit de Laurine Foissé qui a 19 ans et de Mathilde Ferrer qui a tout juste 18 ans. Elles ont toutes les 2 obtenu un bac général spécialité SVT physique-chimie avec une option en maths complémentaires avant d'intégrer ce BTSA. Bienvenue à tous les 4 et puis merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Je le disais en introduction, avec près de 150 spécialités différentes, le BTS, c'est la formation idéale pour ceux qui souhaitent finalement mettre un premier pied dans le monde des études supérieures. Placé sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, l'enseignement agricole regroupe quant à lui environ 800 établissements scolaires. Il ouvre la voie sur 200 métiers qui sont répertoriés dans le domaine du vivant. Aquaculture, horticulture, viticulture, mais aussi gestion forestière ou maîtrise de l'eau. Le BTSA englobe de nombreuses filières. Il ouvre des opportunités sur des professions qui sont très diversifiées et qui vont de la production au métier de l'agroéquipement, en passant par le commerce, le conseil, la recherche. En somme, il n'y a pas un BTSA, mais plusieurs en fonction des spécialisations choisies. Alors justement, Laurent Benoît et Frédéric Renoux, dites-nous à quoi préparent ces différentes formations, puisqu'on en dénombre 16 au total au sein du BTS agricole et elles sont répertoriées sous forme de 6 catégories, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Les formations sont organisées selon 6 domaines majeurs, donc qui concernent la production agricole et alimentaire, forestière et aquacole, la transformation et la commercialisation de ces productions, la santé et la protection du végétal et du monde animal, la gestion et la protection des milieux naturels, le service aux personnes et aux territoires. Et il m'en manque un, Laurent, évidemment l'agroalimentaire et l'alimentation, évidemment. Donc parmi ces domaines, il y a la possibilité de suivre l'un des 23 BTS du ministère de l'Agriculture. Chacun de ces BTS peuvent avoir des inflexions de spécialité en fonction des territoires. Et à l'issue d'un BTS, l'alternative, c'est poursuivre des études supérieures au travers d'une licence professionnelle, entre autres, éventuellement intégrer une école d'ingénieur agronome ou une école vétérinaire,
tel que c'est le cas au moins pour l'une de nos 2 étudiantes présentes aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure sur la poursuite d'études, si elles ont fait ce choix ou non, mais effectivement, ça ouvre pas mal de perspectives. C'est un secteur aussi qui fait parfois l'objet de lourdes représentations. Quand on parle agriculteur, on pense encore trop souvent héritage ou tradition familiale. On pense aussi métier manuel et technique. Et on se dit que ce sont principalement des secteurs qui sont réservés à la gente masculine. Et pourtant, eh bien, les choses, elles ont pas mal évolué. Je vous laisse nous éclairer sur ces points parce qu'il faut vraiment déconstruire ces idées reçues. Alors aujourd'hui, la répartition entre hommes et femmes au sein des formations du ministère de l'Agriculture s'établit à hauteur de 56% de garçons ou d'hommes, quand on considère des étudiants, et 44% de femmes ou de jeunes filles. Essentiellement, auparavant, il y a encore une vingtaine d'années, 20 à 30 ans, 40% de nos élèves et étudiants étaient issus d'un milieu familial agricole. Aujourd'hui, ça ne représente plus que 10%. Et l'éventail de spécialités et de BTS, de toute façon, n'est pas réservé au monde rural, n'est pas réservé spécifiquement à des hommes, n'est pas réservé non plus à la seule production agricole. Les domaines qui sont embrassés sont beaucoup plus larges. Ils concernent la nature, la santé humaine, la santé animale, dans toutes les dimensions. On s'intéresse à l'eau, à la forêt, aux métiers vétérinaires. On s'intéresse aux analyses scientifiques, entre autres, en matière de santé humaine, de détection environnementale, de biotechnologie. Et puis on s'inscrit aussi dans des problématiques de transition technologique avec la robotique, l'informatique, les systèmes photovoltaïques. Donc on porte une très large palette de projets et une très large palette d'enseignements. Donc on n'est pas exclusivement sur l'apprentissage du métier d'agriculteur, ça va très au-delà. Et la palette des métiers vont d'un ouvrier spécialisé quand on est sur des diplômes qui sont infra-BTS jusqu'à des diplômes de technicien supérieur ou d'ingénieur. Laurent Benoît, je vais peut-être vous demander de vous saisir du micro, soit pour compléter, soit je fais la transition avec une autre question, soit... Effectivement, donc il faut bien prendre conscience que nos BTSA sont relativement ouverts vers tout type de public. Voilà, des publics qui sont issus de quelque origine que ce soit rural, urbain, mais aussi avec des finalités agricoles, certes, mais aussi vers plein d'autres domaines qui sont attraits en général avec le vivant, la science du vivant, qui est quand même le cœur de l'ensemble de nos métiers. Et puis, contrairement aussi aux idées reçues, le BTSA n'est pas une voie de garage pour des élèves qui seraient médiocres, bien au contraire, puisqu'il y a peu d'élus et puis la sélection se fait en partie sur dossier, donc mieux vaut finalement avoir un bon bulletin ou des appréciations élogieuses si on souhaite candidater. Alors dans les classes de BTSA, nous accueillons des élèves de toute origine. Donc nous accueillons des élèves issus de baccalauréat général, de baccalauréat technologique, quelles que soient les spécialités suivies, et également des jeunes issus de bac professionnel du domaine agricole, mais aussi également des autres domaines professionnels. Donc certes, les résultats obtenus dans la formation de baccalauréat sont importants et on en tient compte au travers de la fiche à venir de Parcoursup. Un certain nombre sont beaucoup plus importants en fonction des spécialités de BTS, notamment des spécialités de BTS à dominante scientifique, sur lequel on est plus attentif sur le niveau acquis dans les disciplines scientifiques. Mais dans la plupart, on reste relativement ouvert. Et ce qui est important dans le cadre de la sélection, c'est le projet motivé du jeune qui souhaite intégrer un BTSA. Donc c'est au travers de la lettre de motivation qui est mise en place sur Parcoursup qu'on va pouvoir sélectionner les jeunes. Est-ce que vous avez un conseil justement sur la méthodologie, un conseil vraiment pratique? Qu'est-ce qu'on met dans cette lettre de motivation? Alors sur la partie lettre de motivation, donc le premier élément, c'est qu'on doit avoir une lettre qui est personnalisée par rapport au projet du jeune et son projet personnel, voire professionnel. Et ensuite, il va falloir qu'il mette en place un argumentaire qui s'appuie sur son expérience, sur son vécu professionnel s'il en a, ou sur des engagements qu'il peut avoir dans la vie au travers d'activités auprès d'associations, d'engagements sportifs, d'engagements citoyens ou autres. Je le disais tout à l'heure, les places sont quand même assez restreintes. Vous recevez combien de candidatures pour combien d'élus en moyenne, justement, suivant les spécialisations? Alors là, ça va être relativement diversifié, ça va dépendre des types de BTS. Il y a des BTS qui vont être plus sélectifs. En général, ce sont les BTS qui sont un peu plus dans le domaine du scientifique. Dans les autres BTS, tout le monde peut avoir sa chance. Suivant la spécialisation choisie, il y a également deux formules possibles, la voie classique, traditionnelle, et puis il y a celle de l'apprentissage. Alors justement, je vous laisse rapidement nous éclairer, nous expliquer sur la nuance entre les deux, et puis ensuite on écoutera certainement les témoignages de nos deux étudiantes.
Effectivement, donc, les élèves peuvent suivre les deux voies possibles. Donc on peut avoir des étudiants qui vont être par voie scolaire continue. Donc dans ce cas-là, ils sont dans un système classique avec des périodes de formation en lycée et puis de 12 à 16 semaines de stage, dont certaines semaines ont lieu pendant les vacances scolaires. Et puis après, on va avoir un système d'alternance où le jeune est sous statut d'apprenti, donc salarié auprès d'une entreprise. Il faut savoir que dans l'enseignement agricole, on a un réseau de partenaires relativement diversifié qui nous permet d'accompagner les jeunes dans cette recherche d'apprentissage. Et dans ce cadre-là, l'employeur détache le jeune dans le centre de formation pour apprentis pour suivre sa formation et obtenir son diplôme à l'issue des 2 ans de formation. Oui, puisque la condition sine qua non pour être apprenti, c'est avoir trouvé une entreprise pour l'accueillir. Tout à fait. Donc n'importe quelle personne peut intégrer la voie de l'apprentissage. Vraiment, il faut avoir trouvé une entreprise, un maître d'apprentissage qui va encadrer le jeune au cours de sa formation professionnelle. Laurine et Mathilde, je le disais tout à l'heure, vous êtes en 2e année de BTSA spécialisation anabiotech. Oui. Qu'est-ce qui vous a incité finalement à poursuivre vos études et puis vers ce type de domaine spécifiquement ? Alors moi j'ai voulu faire un BTSA tout simplement parce qu'il y a un suivi scolaire. Il y a les profs qui vont nous aider aussi pour notre parcours, pour la suite. Moi je déciderai de partir après sur une classe passerelle pour devenir vétérinaire. Et donc du coup, c'était une option aussi d'avoir un premier diplôme avant d'entrer en école vétérinaire. Mathilde ? Alors pour ma part, j'ai décidé de prendre le BTS étant donné que ça reste quand même une formation de 2 ans à laquelle on obtient un diplôme. Et moi personnellement, je pars sur le même parcours que Laurine, donc une classe passerelle. Et si malheureusement j'échoue au concours, j'ai toujours le choix de partir sur le travail directement ou alors encore d'autres études en licence ou autre. Voilà. On parlait tout à l'heure de la lettre de motivation. Que contenaient vos courriers respectivement ? Qu'est-ce que vous avez valorisé justement qui a retenu l'attention ? Alors comme excusez-moi, j'ai plus Monsieur Benoît, il faut valoriser les expériences que nous avons eues dans le milieu professionnel ou avec les différents stages ou extrascolaires, avec les activités qu'on peut faire. Par exemple, moi, je fais de l'équitation. Et les stages que j'ai pu faire aussi. Après, il faut aussi l'adapter en fonction de l'établissement. Enfin, il faut l'adresser à l'établissement où on veut aller. Il faut aussi, moi je pense le plus important aussi, c'est si on a participé à des journées portes ouvertes de l'établissement, les mettre. Comme ça, moi, ça prouve qu'on est impliqué dans la formation dans laquelle on veut aller. Et ça montre qu'on veut vraiment y aller, qu'on s'y intéresse fortement, etc. Et de même, moi aussi, j'ai mis l'extrascolaire, donc moi j'ai fait du cheval et de la gym, je l'avais mis, et que ça m'a apporté pas mal d'avantages au niveau de l'organisation, concentration, rigueur, etc. Voilà. Contrairement justement aux idées reçues concernant les effectifs, vous êtes dans une classe principalement féminine, donc pour les jeunes filles qui hésiteraient à intégrer un établissement agricole, il ne faut pas finalement qu'elles hésitent pour ces raisons-là en tout cas. Non, pas du tout. Nous on est dans une classe où on est 15, il y a 3 garçons, nous sommes 12 filles, donc c'est une classe qui est très féminine. Non, sans plus. Est-ce que le rythme change énormément entre justement le lycée et les études supérieures ? Comment vous avez vécu cette bascule ? Moi, personnellement, j'ai trouvé que le rythme était un peu plus avancé, avec quand même beaucoup plus de choses avec les comptes rendus, parce qu'au lycée, on ne fait pas forcément beaucoup de pratiques, alors que là, on a quand même beaucoup plus de TP, donc travaux pratiques, avec les comptes rendus à faire. Donc chaque TP qu'on fait dans la semaine, on doit rendre un compte rendu. Donc ça reste quand même beaucoup plus de travail. Il y a aussi les CCF, donc les contrôles en cours de formation, qui donnent aussi pas mal d'exercices à faire. J'aimerais qu'on s'attarde maintenant sur le contenu quand même pédagogique, puisque un BTS, c'est certes des études supérieures assez courtes, mais ça reste quand même 2 ans, donc si on s'engage sur cette voie, il faut quand même qu'on sache à quoi s'attendre. On va être sur un enseignement qui va conjuguer à la fois théorie et pratique, comme elles viennent de le préciser, avec un tronc commun pour toutes les spécialités ? Alors oui, il y a un tronc commun pour toutes les spécialités, grossièrement français, expression, mathématiques, sciences économiques, gestion, et surtout une même structuration autour d'une matière qu'on n'aborde pas au lycée, qui est la pluridisciplinarité, qui est la matière dédiée au projet. Donc concrètement, il s'agit d'installer un projet qui nécessite la maîtrise et les connaissances de multiples disciplines. Donc c'est le cas particulièrement en anabiotech au travers de leur projet expérimental.
Et là, de multiples enseignants, 4 à 5 enseignants, interviennent dans leur matière pour construire un savoir spécifique lié à une situation professionnelle à acquérir, enfin une compétence professionnelle à acquérir. On est sur combien d'heures de cours? Quel est le volume horaire à peu près? Là, sur une semaine classique d'un BTS, s'établit à peu près à 24 heures de cours. Voilà. Et cet enseignement de la pluridisciplinarité, qui est quasi exclusif à l'enseignement agricole, représente environ 1/5 des enseignements. Voilà. Donc 1/5 des enseignements sont constitués par des projets transdisciplinaires. Et des nouvelles matières, hein. J'aimerais justement vous faire réagir là-dessus, peut-être toutes les deux, puisque c'est des matières que vous n'aviez pas eues au lycée précédemment. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, comme nouvelle matière, on a eu de la microbiologie et aussi de la biochimie ainsi que de la biotechnologie. Ça a été, au début, ça nous a un peu, moi personnellement, ça m'a perturbée. J'avais un peu de mal, etc. Mais finalement, les profs sont très, ils nous suivent beaucoup, ils nous expliquent beaucoup au début, on rentre bien dans les détails et du coup, ça permet de s'adapter relativement facilement quand même. Oui, bonjour. Ces nouvelles matières, oui, c'est un rythme à reprendre, des nouvelles choses à apprendre, mais c'est ce qui reste intéressant. Notamment au niveau de la pratique. Au lycée, j'ai pas fait beaucoup de pratique, à part en physique-chimie et en SVT. Mais là, on a quand même 4 matières, biologie, microbiologie, biochimie et chimie, où on va avoir beaucoup de pratiques, où on va apprendre de nouvelles méthodes, notamment en microbiologie que je ne connaissais pas, où on va travailler sur des milieux de culture pour faire pousser des moisissures, etc. Laurent Benoît, peut-être? Voilà, je voulais simplement rajouter que quelles que soient les spécialités de BTS, les disciplines de sciences et techniques professionnelles sont importantes. Et la particularité de l'enseignement agricole, c'est vraiment de s'appuyer sur des projets pédagogiques et notamment qui s'appuient sur des supports pédagogiques que nous avons au sein même de nos établissements, que sont les ateliers technologiques et les exploitations agricoles. Donc on part d'une pédagogie du concret, dans des situations réelles. Et donc, c'est un élément qui motive les étudiants par rapport à leur formation. Oui, c'est un plateau technique, par exemple, donc l'exploitation agricole qui devient un lieu d'expérimentation. Ça veut dire qu'on utilise des matériaux ou des logiciels peut-être spécifiques également? Tout à fait. Par exemple, sur une exploitation viticole d'un lycée, on peut très bien avoir une expérimentation qui est mise en place, par exemple sur de l'agrivoltaïsme. Et donc, dans ce cadre-là, les étudiants sont amenés à effectuer des tests, à mesurer des paramètres, à interpréter des courbes, des graphiques, des données particulières, et ensuite à en tirer une analyse qui peut être partagée avec des professionnels qui appuient également ces expérimentations-là. Il y a des projets collaboratifs. Vous m'aviez cité un exemple, notamment mettre en place un salon du vin. Voilà, tout à fait. Donc c'est dans ce cadre-là aussi, dans l'ensemble de la formation, dans le cadre de ce qu'on appelle des projets d'initiative et de communication, que les étudiants sont amenés à travailler par petits groupes à la mise en place d'actions de communication. Et donc dans ce cadre-là, on peut amener la réalisation d'un salon des vins. On peut aussi être amené à réaliser une communication auprès d'un public de collège pour faire découvrir les différentes formations que l'on a chez nous. Laurine, Mathilde, vous travaillez actuellement sur un projet expérimental. Expliquez-nous en quoi ça va consister, puisque ça fait partie aussi de l'évaluation finale pour obtenir son diplôme. Oui, alors on va avoir plusieurs groupes, généralement des groupes de 3. Moi, mon projet expérimental, c'est est-ce que les brebis, elles ingèrent et elles digèrent du cuivre lors de l'écapâturage des vignes. Donc il faut monter tout le projet de A à Z, donc c'est-à-dire il faut aller à l'exploitation, voir donc récolter des feuilles de vigne, notamment des prélèvements de sol et des échantillons d'excréments de brebis. Après, on va avoir toute la partie projet expérimental. Donc nous, ça va se passer en 2 semaines au mois de février, qui consiste à mettre toutes les analyses en place avec les différents protocoles qu'on va utiliser, d'extraction du cuivre, donc différents échantillons, avec les analyses au spectrophotomètre pour justement mesurer la concentration. Et après, on va avoir toute la partie rapport où on va analyser nos résultats qu'on a obtenus et du coup donner un avis aussi à l'exploitation du lycée. Mathilde, en ce qui vous concerne? Pour ma part, mon projet expérimental, c'est la détection du phytoplasme de la flavescence dorée sur des feuilles de vigne au domaine Maspiquet, où là, pareil, on a dû aller prélever des feuilles de vigne qu'on a mis au congélateur afin de les garder, pour faire ensuite d'autres analyses. Donc moi, ça sera par PCR et par électrophorèse pour déterminer s'il y a le gène qui est néfaste pour la vigne, justement. Ici, donc, il faut arracher le pied de vigne ou pas. Frédéric Renoux, ça peut sembler surprenant et pourtant vous me disiez qu'on vous demande souvent si les enseignants sont qualifiés. Oui, c'est une question que les personnes se posent, répugnent quelquefois à poser, donc bien souvent je la pose par anticipation et j'y réponds. Nos enseignants ont les mêmes diplômes que les enseignants de l'éducation nationale.
Ils sont professeurs certifiés, ils sont professeurs agrégés. Ils peuvent être aussi être issus du monde ou d'un parcours universitaire qui concerne la recherche. Donc on peut avoir des enseignants qui sont titulaires de doctorat dans des domaines très très spécifiques tels que l'apidologie, donc l'apiculture, tels que la microbiologie, tels qu'un peu l'ont présenté nos étudiantes, puisqu'elles ont employé un vocabulaire assez scientifique et leur domaine de jeu, quasiment pédagogique, c'est notre exploitation agricole, mais c'est aussi les laboratoires qu'on met à leur disposition d'Anabiotech. Et ce type de plateau, en règle générale, représente plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà. Donc elles disposent de moyens intéressants. Voilà. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on assiste aussi à une mutation du secteur avec un renouvellement des générations, notamment d'actifs en agriculture, avec des problématiques qui sont liées donc, aux enjeux agroécologiques, climatiques, environnementaux. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la 3e révolution agricole. De quelle manière le BTSA prépare justement à ces évolutions ? Même si vous en avez dit un mot tout à l'heure en parlant d'agrivoltaïque, de toutes ces nouvelles terminologies. Certainement que le monde agricole, et en tout cas l'ensemble des domaines d'expertise du ministère de l'Agriculture rencontre effectivement une forme de révolution technologique, robotique, informatique, sociétale aussi, parce que les générations que nous rencontrons aujourd'hui ne sont plus issues du monde agricole, majoritairement plus issues du monde agricole, et on a développé l'attractivité pour ces formations, développé aussi de nouveaux métiers, faire connaître ces métiers que finalement on retrouve un petit peu dans toutes les activités, tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Et puis il y a un autre enjeu aussi, c'est changer le visage de l'agriculture et donc notamment donner un visage féminin au monde de l'agriculture et à l'ensemble des domaines d'activité couverts par le ministère de l'Agriculture. Donc on a une illustration aujourd'hui et puis peut-être que la dernière révolution, c'est évidemment celle de l'écologie et de l'agroécologie, hein, donc accompagner les transitions liées à l'environnement, au développement durable. L'enseignement agricole développe largement ce thème hein, et s'engage très très fortement hein, dans l'enseignement de ces transitions agroécologiques. Et dans l'ensemble des BTS, nos étudiants sont confrontés à ces problématiques, doivent les dépasser, doivent produire des analyses systémiques, doivent proposer des solutions à travers des protocoles expérimentaux, à travers des développements de matériel très spécifiques, des capteurs de pulvérisation, des analyses spécifiques de l'eau et autres. Voilà les quelques défis auxquels peuvent être confrontés l'ensemble de nos étudiants et de nos enseignants. On l'a dit tout à l'heure, durant le cursus, les stages sont obligatoires, c'est sur plusieurs semaines. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos expériences ? Est-ce que ça a été compliqué ? Et dans quel secteur est-ce que vous avez effectué vos stages respectivement ? Alors du coup, moi j'ai effectué un stage d'une durée de 12 semaines dans la recherche et le développement. La recherche de stage est assez compliquée puisque c'est un stage d'une durée de 12 semaines, donc avec rémunération. La plupart des laboratoires de recherche n'ont pas ce moyen-là pour pouvoir rémunérer les stagiaires. Donc on peut diviser le stage en 8 semaines dans une entreprise et 4 semaines dans une autre entreprise. Moi j'ai eu l'opportunité de faire mon stage chez BIT Group France. C'est une entreprise qui fabrique des instruments d'hématologie pour la médecine vétérinaire, mais également pour la médecine humaine. Et le service vétérinaire a ouvert depuis 1 an. Donc j'ai pu assister dans le service vétérinaire où j'ai pu passer du coup des échantillons de sang de chats et de chiens dans les nouvelles machines et de comparer une machine de référence qui est déjà sur le marché avec leur machine afin de décrire la performance de la machine. Ce premier pied dans l'entreprise. Pour ma part, j'ai effectué un stage au laboratoire du Bernet à Narbonne, qui est un laboratoire d'œnologie, où j'ai effectué différentes analyses de vin, pour avoir le taux du vin, si le vin fonctionne bien pendant le conditionnement, durant la fermentation, les mous, etc. Et j'ai aussi fait comme Laurine une comparaison de méthodes avec la méthode de référence que nous on avait et une méthode de référence, une autre méthode pour le client qui nous avait demandé. Voilà. Ce qu'il est important de préciser, c'est que l'offre est assez vaste, puisqu'on trouve des formations agricoles sur la totalité du territoire français, y compris en Outre-mer. Sur l'Académie de Montpellier, ça représente 33 établissements qui sont répartis sur les 5 départements que sont le Gard, l'Hérault, la Lozère, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Des établissements qui sont donc en lien direct avec la dynamique économique du territoire. Je vous laisse justement nous expliquer en termes d'enjeux ce que ça traduit, puisque Frédéric Renaud, vous me parliez d'un point important à ne surtout pas négliger quand on décide finalement de s'orienter vers ce type de formation, c'est la mobilité géographique.
Alors oui, chaque établissement dans ces structures, Laurent Benoît, mon collègue, l'indiquait, porte des plateaux techniques. Et l'établissement doit être connecté sur son territoire, sur les productions de son territoire, donc il a des moyens techniques qui sont représentatifs des productions du territoire. À l'échelle de l'Occitanie, la totalité des domaines couverts par le ministère de l'Agriculture, que ce soit la forêt, l'aquaculture, la viticulture, les sciences, sont couverts par les lycées. Mais malgré tout, un futur étudiant qui relève du ministère de l'Agriculture va devoir aussi envisager dans sa sélection de formation et d'établissement la possibilité d'une mobilité géographique. Pour la bonne et simple raison, c'est que les établissements agricoles sont installés sur le territoire qui est le plus favorable à telle ou telle production. Donc la forêt méditerranéenne compose pas particulièrement un support d'activité majeure. Pour trouver la forêt, il faut aller évidemment dans le nord de la région, bien plus haut. Par exemple, où l'aquaculture, on va trouver l'aquaculture à Mende, par exemple. Donc il faut se projeter réellement dans une mobilité. Et puis, il faut aussi envisager, pour la possibilité qui est offerte par les lycées agricoles, de proposer des places à l'internat pour résoudre ces difficultés de logement notamment. C'est le cas, je crois, à Frédéric Basile. C'est le cas à Frédéric Basile, c'est le cas dans l'essentiel des établissements. Quand on ne dispose pas d'un internat, les établissements qui ne disposent pas d'un internat, en règle générale, ont développé des partenariats avec des structures à côté, aux alentours, qui permettent d'accueillir les étudiants. Voilà. En complément peut-être, et en illustration, un exemple très concret, si on prend l'option viticulture-œnologie, la pratique ne sera pas la même suivant finalement les AOC. C'est bien ça, Laurent Benoît ? Voilà, tout à fait. Donc on va avoir les pratiques culturales qui vont être adaptées en fonction du terroir dans lequel on se situe. Et on va avoir une adaptation en fonction du terroir, des appellations et également des techniques utilisées, parce que les contraintes ne vont pas être les mêmes en termes de besoins de la plante en fonction de la situation géographique des différents établissements. Et je voulais rajouter que certes, il y a des internats, mais il y a aussi une vie au sein des établissements agricoles. Donc même si on peut être éloigné de sa famille, de ses attaches, il est important de préciser que les établissements d'enseignement agricole sont souvent dans un cadre rural, agréable, relativement ouvert, et qu'en plus ils proposent un certain nombre d'activités qui sont proposées aux étudiants, que ce soit aussi bien des activités sportives que des activités culturelles, et on essaie autant que faire se peut d'intégrer les jeunes dans la conception de ces activités pour essayer de répondre au maximum à leurs attentes dans ce cadre-là. Je vous rappelle que ce direct live est donc diffusé actuellement en direct. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les formuler via le chat et puis on pourra les poser à nos différents intervenants. Justement, là, vous parliez peut-être de la crainte de l'autonomie pour les jeunes qui auraient toujours vécu chez leurs parents. Il faut savoir qu'il y a quand même un accompagnement aussi pédagogique au sein de l'établissement, plus ou moins individualisé, puisqu'il y a notamment des entretiens, des modules de soutien et même du tutorat. Expliquez-nous. Alors, tout à fait. Donc, il faut savoir que déjà, en général, les promos sont avec des effectifs qui sont raisonnables, ce qui permet aux équipes pédagogiques de bien connaître les étudiants. Et en général, je dirais même l'ensemble des personnels des établissements sont amenés à connaître les étudiants par leur prénom. Donc, il y a un cadre quand même propice à cela. Et puis, en plus, on a mis en place des systèmes qui permettent d'accompagner les jeunes tout au long de leur scolarité. Donc, vous évoquez des entretiens qui peuvent être menés par les professeurs principaux assez régulièrement pour suivre le parcours des jeunes, leur motivation, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et essayer de mettre en place des systèmes qui permettent de les accompagner, de tutorat avec des étudiants du niveau supérieur qui peuvent les accompagner. Et dans le cadre même de la formation, c'est prévu dans les différents enseignements, il y a des accompagnements spécifiques mis en œuvre. À l'issue des 2 ans, comment on valide finalement son diplôme ? Est-ce que c'est un contrôle continu sur les 2 ans ? Est-ce que c'est un entretien oral, un rapport de stage à fournir ? On a parlé tout à l'heure du projet expérimental. Comment ça marche ? Alors, pour l'instant, il y a 2 modalités de suivi de la formation de BTS. Donc, on a une modalité plus traditionnelle dans laquelle on a 37% de la formation qui va s'obtenir sous forme d'examens terminaux. Donc, il y a 3 épreuves terminales, une épreuve plus de culture générale, et puis après, des épreuves plus techniques et scientifiques en lien avec la spécialisation du BTS, dont une épreuve qui va porter sur le vécu en milieu professionnel. Et le restant est évalué sous forme d'épreuves certificatives en cours de formation. Et puis, il y a certains établissements qui ont fait le choix de présenter les BTS sous mode semestrialisé. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a plus d'épreuves terminales. Et donc, l'ensemble de l'évaluation se fait à la fin de chaque semestre. Et l'étudiant se voit octroyer au maximum 30 ECTS par semestre.
On l'a dit, hein, le BTS, ce sont des études courtes sur 2 ans, mais ça ouvre aussi la voie sur des études supérieures. On peut prolonger son parcours. Vous parliez justement des écoles vétérinaires vers lesquelles vous souhaitez vous orienter, Laurine. Est-ce que c'est le chemin qu'empruntent généralement justement vos étudiants? Est-ce qu'ils choisissent de poursuivre ou est-ce qu'ils vont plutôt dans la vie active? 50% des étudiants du BTSA poursuivent des études supérieures. Donc la proportion est à peu près respectée. Selon les filières de BTSA, il y a des filières qui sont plus ou moins destinées à poursuivre en études supérieures parce que le complément est naturel. Nous avons des BTS technico-commerciaux liés à des spécialités qui poursuivent très souvent sur des licences en logistique, en commercialisation, des licences professionnelles. Les étudiants d'Anabiotech poursuivent sur des licences scientifiques, donc liées aux sciences physiques. Par exemple, et puis il y a un grand nombre de licences professionnelles qui peuvent être proposées très souvent en alternance, qui sont un bon moyen à l'issue d'un BTS suivi dans un lycée de mettre le pied dans le monde du travail durablement et puis d'assurer son insertion professionnelle. En sachant que à l'issue d'un BTS et dans les 3 ans, environ 92% des BTS sont dans une situation d'insertion professionnelle stable. Et dès l'instant où un BTS est prolongé par une année d'études supérieures supplémentaires, on atteint un taux de 96% d'insertion, voilà, et de taux d'emploi net. Et le ministère de l'Agriculture va mettre en place également prochainement ce qu'on appelle un bachelor spécifique. C'est pour répondre à des besoins particuliers à cette filière? Alors il est lié en réalité à l'évolution de la certification et notamment à l'introduction du cadre de certification licence, maîtrise, doctorat. Donc le bachelor va être un diplôme qui va être organisé sur 3 années. Donc on a plusieurs options, hein. Ce bachelor, il est prévu de l'ouvrir à compter de septembre 2025. Il va probablement ouvrir prioritairement en apprentissage et va consister en une année supplémentaire à l'issue du BTS. Il pourra évoluer vers un diplôme de 3 années, équivalent à un bachelor tel qu'on connaît à Montpellier, des bachelors issus de Montpellier Business School ou autre, tout le système Bac+3 qui s'est installé dans d'autres filières que celle de l'enseignement agricole. Donc on rejoint ce cadre et on permet à nos élèves d'intégrer un cadre général de référence qui est LMD. Voilà. Mathilde et Laurine, vous avez toutes les deux la volonté justement de poursuivre à l'issue du BTS? Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais bien passer donc là, le concours en 2e année de BTS pour entrer au sein de la classe passerelle pour aller ensuite en école vétérinaire. Et je crois que c'est pareil pour Laurine. Oui, comme l'a dit Mathilde, moi aussi j'aimerais poursuivre mes études en classe passerelle, qui est une classe qui peut intégrer en vétérinaire mais aussi en école d'ingénieur agronome. Donc moi, ce serait dans la poursuite pour les écoles vétérinaires. Vous permettez, je vais préciser quand même, la classe passerelle dont on parle, c'est en réalité une classe prépa intégrée. Dès l'instant où on réussit le concours d'entrée en 2e année de BTS, on a l'assurance d'intégrer un institut national d'enseignement supérieur qui destine à des enseignements, à des études scientifiques agronomes ou alors à intégrer les écoles vétérinaires ou les écoles supérieures du paysage telles que l'école de Versailles. Voilà. Donc dès l'instant où ce concours est réussi, l'intégration dans les études se fait au travers d'une classe passerelle qui est une classe de relais préparatoire aux études d'ingénieur ou aux études vétérinaires. Vous y avez globalement répondu tout à l'heure, mais on nous demande, donc je pose quand même la question, le pourcentage de réussite pour entrer dans la vie active après un BTS? Alors je l'indiquais, tout dépend. L'insertion dans un BTS, ou en tout cas candidater à un BTS, c'est avoir quand même une bonne lecture de ses perspectives d'études supérieures et de ses perspectives professionnelles. Et c'est bien pour ça que mon collègue Laurent Benoît indiquait tout à l'heure que ce qui était déterminant dans la sélection, c'était le projet de l'élève. Les équipes, les enseignants qui participent à la sélection des élèves sont sensibles à cela et ils s'intéressent d'abord à la construction et la façon dont ils vont pouvoir accompagner la construction du parcours. Donc, je vous l'indiquais, le taux d'insertion professionnelle est relativement élevé, voire même très élevé. Et dans un pas de temps de quelques années, l'insertion professionnelle est durable. Globalement, on peut indiquer que l'insertion professionnelle à l'issue d'un BTS, donc dès la fin du BTS, doit s'établir au-delà de 75% dans l'enseignement agricole. Vous le disiez tout à l'heure, le bachelor, l'ouverture, c'est à partir de septembre 2025. On nous demande vraiment quelle est la différence entre le bachelor et le BTS. Laurent Benoît. Comme
Alors, le BTS donc, va délivrer un niveau Bac plus 2 donc, et le bachelor va délivrer un Bac plus 3. Donc, il va pouvoir s'inscrire dans le système européen LMD. Donc, ça, c'est vraiment la différence fondamentale. Après, dans les modalités de fonctionnement, on ne va pas avoir un fonctionnement qui est très différent, si ce n'est le niveau d'études acquis en fin de parcours. Je lisais un article sur la pénurie de main-d'œuvre sur les exploitations agricoles. L'agriculture, manifestement, fait désormais partie des métiers en tension. Les représentants du secteur disent qu'il faudrait 30% d'élèves supplémentaires dans les lycées agricoles et pas uniquement des enfants d'agriculteurs. Est-ce que c'est le constat que vous faites dans vos deux établissements, puisque vous êtes sur Nîmes, vous êtes sur Montpellier? Il y a peut-être aussi un... Alors effectivement, les besoins sont importants dans le domaine de l'agriculture, mais pas que. Hein. Donc il y a aussi des métiers en tension dans le domaine de l'eau et d'autres secteurs qui sont pourvus par le cadre de nos BTS. Et donc bien évidemment, ça ne sera pas, ça ne va pas être que seuls les fils d'agriculteurs qui vont pouvoir intégrer ces futurs métiers. Donc on a besoin de l'ensemble des jeunes qui sont motivés vraiment par tout ce qui a trait au vivant et à la diversité de métiers que nous proposons. Je voudrais ajouter aussi qu'effectivement, on sent cette tension parce qu'on n'a pas de difficulté à trouver réellement des maîtres de stage. Et on a des partenaires issus du monde de l'entreprise privée, des partenaires institutionnels, des collectivités locales qui recherchent le niveau BTS parce que c'est un niveau adapté de gestion d'une petite équipe, d'une gestion de projet. Ce sont en règle générale des salariés qui sont habiles, qui ont une capacité technique et scientifique reconnue. Et il y a des domaines, dans les domaines en tension particuliers, tous le sont, probablement. On a le domaine de l'agroéquipement, où là, pour le coup, disposer d'un diplôme dans le domaine de l'agroéquipement, donc des machines, jusqu'à des machines liées à la robotique, hein, c'est l'assurance d'un emploi immédiat pour la totalité des diplômés. Voilà. Je voulais rebondir également sur le secteur de l'agroalimentaire, qui est un secteur à tension important. On a des jeunes qui peuvent très bien sortir avec un niveau BTS, qui peuvent se retrouver auprès d'entreprises, de grands groupes agroalimentaires comme responsables qualité sur des chaînes de production, qui peuvent avoir un salaire qui est parfois 20% plus élevé que la moyenne du salaire des jeunes. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération lorsqu'on peut se projeter dans ces métiers-là. C'était difficile de répondre à cette question, mais quel est le niveau moyen justement de rémunération lorsqu'on détient un BTS A? Vu qu'il y a 6 catégories et des métiers très diversifiés, mais... Ça va dépendre des secteurs d'activité, c'est relativement difficile, mais si je prends le secteur de l'agroalimentaire, donc on peut très bien avoir des jeunes qui sortent avec un salaire de 2400 à 2900 brut, tout en ayant que le niveau BTS. Et donc ça, c'est vraiment un secteur dans lequel on est facilement employé et dans lequel on peut avoir des perspectives d'évolution très importantes. Je lisais que l'enseignement agricole offrait également des ouvertures à l'international. On n'a pas parlé de l'option, justement. La langue, c'est un impératif parmi les matières, et notamment pour être amené à dialoguer avec ses futurs clients, avec un langage très technique, très spécifique. Tout à fait. Le BTS intègre une obligation de langue vivante, de pratiquer une langue vivante. Alors certains BTS, évidemment, invitent à telle ou telle langue vivante. Les BTS scientifiques vont plutôt nécessiter la maîtrise technique aussi de l'anglais. Certaines situations frontalières, je pense notamment aux Pyrénées-Orientales, vont amener à proposer davantage l'espagnol, puisque la zone de commercialisation concerne la zone frontalière France-Espagne. Et on trouvera la même problématique auprès de l'Allemagne, auprès de la Suisse ou du Luxembourg, sur l'allemand par exemple. Donc la maîtrise d'une langue étrangère est essentielle. Les étudiants, vont être de toute façon en situation professionnelle, dans la plupart des situations professionnelles, amenés à rencontrer des partenaires potentiellement étrangers, qu'ils soient fabricants de machines, qu'ils soient des partenaires de commercialisation ou qu'ils soient des partenaires liés à la production de toute façon. Et puis, concernant l'ouverture internationale, l'enseignement agricole a une mission de coopération internationale qui est très très forte, qui constitue l'une des 5 missions qui définissent l'enseignement agricole. Et dans ce cadre, on incite évidemment l'ensemble de nos élèves, mais bien plus certainement de nos étudiants, à faire une mobilité, donc européenne ou internationale, dans le cadre de leurs études. Donc leurs stages peuvent être suivis, peuvent être réalisés à l'étranger. On a une organisation, un consortium qui accompagne et facilite cette mobilité
européenne. Et au-delà, la Direction générale de l'enseignement et de la recherche assure un certain nombre de financements d'accompagnement pour garantir la mobilité internationale de nos étudiants. Et plus ils vont progresser au niveau de leurs études, plus la question de la coopération internationale et de la mobilité internationale va se poser. Vous offrez des facilités pour le logement, ce que vous disiez tout à l'heure, mais combien coûte concrètement finalement un BTS-A en termes de frais de scolarité ? Un BTS-A ne coûte rien en termes de frais de scolarité. Nous représentons avec Laurent Benoît des établissements publics. À ce titre, il n'y a aucun frais de scolarité, aucun frais annexe. Les seuls frais qui sont liés à la scolarité sont des frais qui concernent des services périscolaires, ou à côté des études, l'hébergement, de façon certaine. On a de toute façon des tarifs qui sont limités, qui sont tout à fait raisonnables, encadrés par le conseil régional, et donc une année d'internat d'un BTS, alors je ne l'ai pas en tête parce que ce n'est pas mes questions, mais on doit être à 1 000 € grand maximum, même pas. Voilà, entre 800 et 1 200 €. Voilà, pour 12 mois de logement au sein de l'un de nos établissements. Voilà, avec la possibilité d'une pension complète, etc. Ma question était orientée, puisqu'il y a parfois des établissements privés qui proposent des formations justement attrayantes sur le papier, mais qui ne sont pas des diplômes reconnus par l'État et qui coûtent justement en termes de frais. Alors oui, en sachant que l'enseignement agricole est représenté par des établissements publics et des établissements privés, et j'ai l'impression que les établissements que vous pointez, ce sont quasiment des établissements privés qui sont une structure commerciale avec pour seule préoccupation la commercialisation de diplômes peu reconnus. Voilà. Et finalement, la préoccupation aussi qui est la leur, c'est de peut-être attirer des étudiants au travers d'une communication chatoyante avec des contenus qui sont quelquefois contestables. Donc voilà, il faut vraiment distinguer les établissements publics, les établissements privés, et ce type d'établissement qui se développe effectivement au travers d'Internet et qui viennent capter des étudiants sans avoir ni la reconnaissance, ni les compétences, ni les équipes pédagogiques, et ni les plateaux techniques évidemment. Donc vous conseillez finalement aux jeunes d'aller à la rencontre des établissements. Alors pour ça, il y a les fameuses journées portes ouvertes qu'ont évoqué nos 2 jeunes étudiantes tout à l'heure. Et puis également ce qu'on appelle les mini-stages en immersion et qu'on peut effectuer dès le lycée. Je vous laisse justement expliquer en quoi ça consiste. Oui, effectivement, l'ensemble des établissements agricoles proposent des journées portes ouvertes, en général sur le janvier, février, mars. Pour cela, vous pouvez vous renseigner sur les sites internet des différents établissements pour trouver les dates précises. Et en plus, ils mettent en place des dispositifs qui permettent d'accueillir des jeunes, donc des jeunes qui peuvent être en première, en terminale, au sein des établissements pour suivre une journée, voire 2 ou 3 jours dans certains établissements, les jeunes dans leur parcours de BTS. Donc c'est important pour à la fois découvrir l'établissement, pour pouvoir discuter entre jeunes de ce qui se fait au sein de l'établissement, et aussi de découvrir les enseignements techniques, les disciplines qu'ils ne connaissent pas au lycée, et d'avoir une meilleure perspective de la formation. On nous demande, pour des jeunes ayant quelques difficultés en matière de culture générale, mais qui sont de bons professionnels, est-ce qu'ils peuvent être encouragés justement à poursuivre vers un BTS-A ? Tout à fait. Donc les éléments sur les disciplines générales ne sont pas les éléments de sélection. Donc ce qui est important, c'est vraiment le parcours que l'on souhaite, la motivation, et on va les accompagner, on va les aider. Donc on peut mettre en place des tutorats, du soutien pour ces jeunes-là sur les disciplines générales. Et au travers des disciplines plus professionnelles qui font référence à des capacités plus techniques, plus professionnelles, ils vont pouvoir s'épanouir, se remotiver et ainsi obtenir leur BTS. D'où sont issus justement les jeunes qui sont inscrits dans votre classe, Laurine, Mathilde ? Donc on va avoir plusieurs élèves qui ont fait un bac général, mais aussi un bac STAV. Donc, le bac STAV, c'est un bac technologique spécifique à l'enseignement agricole, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Voilà. Et pour compléter les propos de mon collègue, en réalité, la palette de BTS, elle offre la possibilité d'entrer en BTS avec de multiples profils. Il y a des BTS on va sélectionner des profils en quelque sorte. Il y a des BTS qui attendent de très bons techniciens avec des capacités d'observation, des habiletés manuelles et techniques. Et puis il y a des BTS pour lesquels on attend
de solides compétences scientifiques et connaissances scientifiques, avec la capacité à maîtriser des protocoles. Et puis il y a d'autres BTS, je pense aux BTS technico-commerciaux. On attendra dans ces BTS des capacités relationnelles. On attendra une posture totalement différente et puis certainement une capacité de gestion, à appréhender la gestion et l'économie bien plus que ce qu'on exige d'un BTS en abiotech, par exemple. Donc tous les profils sont attendus en BTS. Pour les jeunes qui se retrouveraient sur liste d'attente, vous me disiez, il arrive qu'il reste des places disponibles, notamment à la fin du processus Parcoursup, parce que des candidats ne confirment pas leurs vœux, tout simplement. Donc vous conseillez aux jeunes qui seraient intéressés de contacter les établissements et surtout de rester inscrits sur Parcoursup. Oui, je les invite à déjà ne jamais abandonner sur Parcoursup. Je les invite à contacter directement l'établissement parce qu'effectivement, notre souci, c'est de ne pas gâcher des places restées vacantes et d'assurer la complétude de nos effectifs au bénéfice des futurs étudiants. Donc, en règle générale, les établissements sont ouverts, sont disponibles. On peut communiquer très facilement avec eux. Il ne faut vraiment pas répugner même à aller voir l'établissement et à s'y déplacer. Vous y serez de façon très certaine accueillis, renseignés. Et effectivement, au-delà de Parcoursup, les quelques places vacantes qui nous resteraient disponibles seraient proposées à des élèves qu'on aurait pu rencontrer, qui ont maintenu leur démarche de candidature et qui sont restés dans cette dynamique de projet d'études. En illustration, sur Frédéric Basile ou sur Nîmes Rodillan, quelles sont les formations que vos établissements proposent ? Alors, sur l'agrocampus Nîmes-Rodillan, donc on va proposer le BTS gestion et maîtrise de l'eau, à la fois par voie scolaire et par voie de l'apprentissage. On va également proposer le BTS aménagement paysager avec les deux voies. Et on propose également le BTS viticulture-œnologie par voie scolaire et semestrialisée. Pour Montpellier, donc, on a le BTS viticulture-œnologie, le BTS technico-commercial vin, bière et spiritueux et le BTS anabiotech, analyse biologique et biotechnologique. Pour la partie apprentissage, on développe aussi le BTS viticulture-œnologie et le BTS aménagement paysager. Alors pour ceux qui nous regardent et qui hésiteraient encore, qui souhaiteraient se documenter davantage, vous recommandez le site educagri.fr qui permet notamment de visualiser l'implantation sur le territoire et puis la multiplicité des formations qui sont proposées. Et parmi les supports utiles à consulter, il existe également le portrait de l'enseignement agricole 2024 que l'on peut télécharger via le site de la DRAF Occitanie. Je vous laisse justement nous en dire quelques mots. Alors, le portail educagri.fr, il est très simple, il est très ergonomique et c'est presque la démarche à faire avant l'ouverture du portail Parcoursup, parce que Parcoursup contient un nombre d'infos considérable qu'un humain ne peut pas intégrer en réalité. Donc, il faut probablement commencer, si on se destine à des études dans l'enseignement agricole, par se connecter sur ce portail educagri.fr qui a deux interfaces, ou bien on recherche sa formation, ou bien on recherche son établissement. Et puis, si on peut compléter effectivement par le portrait de l'enseignement agricole, c'est un document alors riche, plutôt destiné aux professionnels que nous sommes, mais qui est très intéressant pour le grand public, qui précise, qui déconstruit la représentation du ministère de l'Agriculture et de ses enseignements, et qui surtout intègre énormément de cartographie. Donc la cartographie des établissements, la cartographie de leurs spécificités, la typologie des enseignements, la typologie des publics accueillis de la 4e à la classe préparatoire. Ce portrait de l'enseignement agricole aussi, il indique les instituts nationaux d'études supérieures, il les présente, il présente l'ensemble des perspectives. Donc véritablement pour un élève qui va être étudiant, qui s'intéresse au vivant, à l'environnement, je l'invite à commencer par se connecter à ce portail avant même l'ouverture Parcoursup. Et puis après, très certainement, à venir aux portes ouvertes, à venir visiter nos établissements qui, dans leur typologie, n'ont absolument rien à voir avec les lycées tels qu'on les connaît en milieu urbain. Ce sont des lycées très souvent très ouverts, avec celui de Montpellier est installé sur une zone agréable et végétalisé de 7 hectares. Je crois que celui de Nîmes représente 30-35 hectares. Donc voilà, ce sont des établissements aussi, parce que c'est important pour un étudiant, ce sont des établissements où il y a de l'espace, où il y a un nombre d'étudiants relativement limité, et on rencontre et on intègre des étudiants pour lesquels la massification d'une grosse faculté
peut être impressionnante. Voilà. Donc c'est l'ensemble de ces démarches que je les invite à faire à ces futurs candidats. Vous étiez allés aux journées portes ouvertes, toutes les deux, justement, pour un peu prendre le pouls de ce qui vous attendait? Oui, alors moi j'étais élève au lycée. J'ai fait ma seconde, ma première et ma terminale au lycée. Donc on m'a présenté aussi la formation de BTS en bibliothèque qui m'a tout de suite plu. Moi, par contre, j'ai été de Béziers, mais mon père m'a conseillé d'aller faire la porte ouverte pour voir le BTSA et finalement, j'ai bien aimé. Ça vous a apporté quoi? En fait, on échange avec les enseignants? Oui, surtout avec les élèves. Pour moi, les étudiants, c'est le plus important d'échanger avec eux. Ça nous permet de voir leur ressenti, eux, au sein de la formation. Si c'est dur, si c'est pas dur, comment nous organiser. Ils nous préparent plus déjà que les professeurs qu'on ne connaît pas. C'est plus facile d'étudiants à élèves, je trouve. Est-ce que vous auriez des exemples concrets de réussite d'anciens élèves justement à mettre en avant pour les jeunes qui hésiteraient encore et qui se diraient « Ah oui, effectivement, ça permet de faire ça ». Allez, j'en ai un remarquable qui date de ma période où j'étais directeur de CFA. Je vais citer le nom de cet élève et de cet étudiant. Il a eu un parcours remarquable. Il s'appelle Brice Dacheux. Je crois qu'il a débuté par un CAPA, un CAP, c'est-à-dire le premier niveau de diplôme. Il a poursuivi par un bac professionnel. Il a enchaîné par un BTS aménagement paysager. Il a intégré l'École nationale supérieure du paysage de Paris. Il a été diplômé de cette École nationale du paysage. Il est aujourd'hui enseignant-chercheur au sein de cette École nationale supérieure du paysage. Et il est l'un des concepteurs du jardin qui domine le Fort Saint-Jean à Marseille. Et donc il a intégré l'équipe du projet de Rudy Ricciotti qui a fait entre autres le MUSEM. Voilà. Donc voilà un parcours remarquable d'élèves de l'enseignement agricole. Et sur Nîmes? L'exemple ne va pas être forcément sur Nîmes, mais moi je me souviens d'un parcours d'un jeune qui est aussi remarquable, qui était arrivé dans un établissement à l'issue d'un bac pro cuisine, qui a intégré un BTS agroalimentaire. Et à l'issue de ce BTS agroalimentaire, il a pu réussir une école d'ingénieur. Et maintenant, donc, il est responsable au sein d'un grand groupe laitier qui fabrique des fromages traditionnels. Et donc ça, c'est vraiment important de pouvoir avoir de l'ambition aussi, parce que quand on arrive dans nos BTS, on peut avoir de l'ambition et on peut faire de beaux métiers et de beaux parcours. Nous arrivons quasiment au terme de cet échange. Justement, avant de conclure, si vous aviez chacun à tour de rôle un conseil ou un message à délivrer aux jeunes qui nous regardent. Laurine. Alors, faut pas avoir peur, il faut y aller. Même si on pense qu'on va pas y arriver, il faut toujours y croire et faut toujours penser à ce qu'on veut faire plus tard. Même si quand on arrive dans un BTS, par exemple, qu'on ne sait pas réellement ce qu'on veut faire, ça peut toujours amener à d'énormes opportunités. Et donc, du coup, il faut toujours garder espoir. Moi, je pense qu'il faut avoir confiance en soi et se donner les moyens parce qu'on a tous les moyens de réaliser le projet qu'on a envie de faire. Et si on se donne les moyens pour le faire, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Et voilà. Vous en avez dit beaucoup. Je pensais à la confiance. Se faire confiance, c'est faire confiance aux équipes pédagogiques qui vous accompagnent. Et puis le conseil aussi, c'est surtout de franchir les portes des lycées agricoles et de venir à notre rencontre. C'est important. Je pense que ça constitue une découverte assez frappante. J'allais rebondir sur la même chose. Voilà, n'ayez pas peur. C'est peut-être un univers que vous ne connaissez pas, mais venez découvrir ce que nous faisons et le panel des diversités qu'on peut avoir au sein du territoire. 68 établissements scolaires publics et privés d'enseignement général technologique et professionnel, mais aussi 13 CFA sont répertoriés en Occitanie et vous permettront d'effectuer des études dans le domaine de l'enseignement agricole. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de ces métiers, je vous invite donc à participer au Salon de l'enseignement supérieur qui se tiendra les 16, 17 et 18 janvier prochains au Parc des Expositions à Montpellier. Autre solution pour s'informer, les journées portes ouvertes dont on parlait à l'instant que vous propose la plupart des établissements. Ce sera par exemple le cas donc, le samedi 25 janvier entre 9h et 12h30 pour le lycée Frédéric Basile Agropolis de Montpellier. Et ce sera le 8 février 2025 de 9h à 16h pour l'agrocampus Nîmes-Rodillan Marie-Durand. N'hésitez pas donc à vous rendre sur leur site respectif pour toutes les informations complémentaires ou à consulter également le site parcoursup.gouv.fr qui lui répertorie l'intégralité des formations et des établissements. Quoi qu'il en soit, il vous reste encore un peu de temps pour finaliser votre projet
sujet d'orientation, puisque concernant les modalités sur Parcoursup, les dates clés à retenir sont les suivantes. La plateforme et le site d'information seront mis en ligne à partir du 18 décembre. Vous aurez ensuite du 15 janvier au 13 mars 2025 pour vous inscrire et pour formuler vos vœux. La date butoir pour compléter votre dossier, quant à elle, fixée au 2 avril 2025. Voilà, ça c'est pour le calendrier. Enfin, si vous souhaitez revoir ces échanges, sachez que ce direct live consacré au BTS agricole sera accessible en ligne via la plateforme Compass, COMPAS, ainsi que sur le site de l'Académie de Montpellier via le lien vod.ac-montpellier.fr/compass.php. Merci à tous les quatre pour vos témoignages. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne et bon courage à tous dans vos démarches d'orientation.